Gagner sa vie, avoir un travail. Qui dit avoir un travail, qui dit avoir une maison. Qui dit avoir une maison, qui dit impôt. Du coup, qui dit impôt, devoir gagner sa vie, etc., etc. Et le cycle se répète. Typiquement des gens qui te disent Elon Musk travaille énormément. Comment dire, factuellement c'est vrai, il va au travail, il dort sur son lieu de travail, c'est un zinzin. Mais il travaille pas comme mon père il travaille. Je ne sais plus vraiment quand j'ai perdu confiance dans notre système monétaire. Attribuer une somme d'argent à mon temps de travail me paraît logique. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'ai aussi toujours connu, donc je crois que ça m'allait pendant un moment. Et petit à petit, j'ai réalisé qu'en fait, on était dans une sorte de réalité superposée. Parce que bon, dans mon quotidien, je perçois de l'argent en effectuant un travail rémunéré. Je vais dépenser cet argent au marché à côté de chez moi, je vais au bar avec mes potes, j'achète des jeux de société parce que j'adorais faire ça avec Sol, mon coloc. Et j'aimerais être plus confortable financièrement, mais enfin, je ne suis pas à plaindre. Et puis, quand je m'intéresse à ce qu'il se passe au-delà de mon quartier, et en fait plus spécifiquement au-delà de ma petite vie, j'entends des sommes astronomiques d'argent qui sont gagnées par d'obscures méthodes par une minuscule proportion de gens dans le monde. Des centaines de milliards d'euros d'impôts partis en fumée. Des Panama Papers. McKinsey. La page, elle coûte 2197 € la page pour un truc sur l'école qui n'a même pas été publié, même pas utilisé. Sa fortune n'en finit pas de grimper. Musk est même 2 fois plus riche que Bernard Arnault. Emmanuel Macron, dès 2017, il supprime l'impôt sur la fortune. Il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. Les écarts de richesse atteignent un niveau jamais vu. Ça fait 27 ans que j'ai le même salaire, et là on va encore me demander de faire des sacrifices. Et nous, il faut qu'on écrase notre gueule. Alors non, maintenant ça suffit, il y en a ras-le-bol de leurs conneries. Ras-le-bol. La fortune d'Elon Musk s'élève à 420 milliards d'euros. C'est beaucoup trop pour mon cerveau à comprendre. Ça n'a plus aucun sens. Surtout que ces sommes ne sont pas liées à la force de travail pure fournie par ce bon vieux Elon, bien évidemment. Moi, il faudrait que je travaille plus de 3 400 000 ans, 7 jours sur 7, sans m'arrêter pour toucher cette somme. Mais franchement, comment c'est possible qu'on puisse gagner autant d'argent ? En plus, que ce soit en utilisant X ou en le laissant ne pas payer d'impôts, on a tous collectivement participé à cet enrichissement. Alors, bon, son argent, c'est un peu le nôtre, non ? Avec de telles disparités entre les salaires, quelle est vraiment la valeur de notre temps de travail au final ? Pourquoi est-ce que j'accepterais de travailler pour des payes aussi basses alors que je sais que l'écart des salaires se creuse et qu'une part croissante des revenus est concentrée entre les mains des 10% les mieux rémunérés ? Pourquoi est-ce qu'on nous répète depuis qu'on est enfant que le travail vaut telle somme d'argent et que c'est surtout important de travailler pour survivre si c'est pour apprendre en grandissant qu'une majorité trime quand une minorité se gave ? Ah, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de nous quand même. Évidemment que les gens ressentent de l'injustice, non ? Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Épisode 2. Je ne me plains pas, les affaires marchent. Fais croquer Elon. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Et moi aussi je voudrais des trucs. Je peux te dire un truc ? Non ? Il y a des milliers d'années, l'argent s'est imposé à la quasi-totalité des sociétés. Cela a permis de faciliter les échanges commerciaux entre les êtres humains et de poser une unité de compte, de valeur, à presque tout ce qui nous entoure. La valeur des biens et des services est fixée par un rapport entre leur offre et leur demande, et c'est ce que nous appelons le marché économique. Au même titre que les objets, le travail s'est vu attribuer une valeur, et donc un prix. Jusqu'au XIXe siècle, la rémunération des travailleuses se faisait principalement à la tâche. Nous étions payés en fonction de la quantité de travail produite plutôt qu'en fonction du temps passé à travailler. Ce système était courant dans l'agriculture, l'artisanat et le travail domestique, qui étaient alors les professions de la très grande majorité de la population. Avec l'avènement de l'ère industrielle, les manières de travailler et d'organiser le travail changent. Les tâches sont mécanisées, rythmées et divisées entre plusieurs personnes. Les entreprises vont alors standardiser le temps de travail afin de mieux contrôler les coûts de production, les coûts de main-d'œuvre et la gestion des ressources humaines. Ainsi, la rémunération horaire apparaît être plus pratique et plus adaptée à ce nouveau monde. Afin de saisir ces dynamiques, nous vous proposons un petit cours express d'économie. Commençons par les travaux de Smith, Adam de son prénom. Économiste et philosophe écossais du XVIIIe, Smith développe l'idée que la valeur d'une chose est déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production.
Il nous faut 1 heure de travail pour produire une chaise et 2 heures de travail pour fabriquer un fauteuil. La chaise est 2 fois moins chère que le fauteuil, puisqu'elle demande 2 fois moins de temps à sa fabrication. Bon, fastoche. Mais cette théorie présente plusieurs limites, car elle est assez simpliste. C'est là que Ricardo, David de son prénom, va introduire de nouveaux concepts. Il parle notamment du travail direct et indirect. Direct, c'est le temps et l'effort nécessaires pour produire quelque chose. Par exemple, un ouvrier qui ne possède que sa force de travail passe 1 heure à assembler la chaise. Indirect, c'est la quantité de travail qui est nécessaire à la production des moyens de production. Dans le cas de notre chaise, cela va être le travail du bois pour faire les pieds, ramasser de la paille pour le rembourrage de l'assise et la fabrication en amont du marteau et des clous. Toutes ces ressources ont elles aussi demandé un travail direct ou indirect et ont fatalement un coût. Cet investissement, c'est ce que nous appelons le capital, qui est apporté donc par le capitaliste. Mais il faut aussi un endroit pour que l'artisan puisse construire sa chaise. On le fait alors travailler dans une usine. Et la paille vient d'un champ de blé qui appartient à un propriétaire terrien. Cette rémunération générée par l'exploitation des lieux, Ricardo appelle ça la rente. Et cela fait aussi partie des coûts indirects. Pour lui, les richesses produites sont réparties entre travailleurs, propriétaires fonciers et capitalistes. Mais comment le capitaliste génère-t-il de l'argent alors ? C'est là que le célèbre Karl Marx met sa pierre à l'édifice. Il explique, entre autres, que le profit des capitalistes vient d'une ponction sur la richesse produite par l'artisan. Ce prélèvement est une plus-value, c'est-à-dire que la valeur d'une marchandise est plus forte que le coût de production. Revenons à notre chaise. Il a fallu 1 heure de travail pour la fabriquer, ce qui correspond à 10 €, admettons. Les coûts de production liés aux charges, à la matière première, à l'achat de machines et d'outils, correspondent à 20 €. Le capitaliste, qui est aussi celui qui verse les salaires, vendra la chaise à 60 €. La plus-value est donc de 30 €. Celle-ci ne peut pas provenir du capital investi parce que les outils de fabrication ont déjà été achetés. Les machines s'usent mais ne créent pas de ressources en plus. Elles peuvent réduire les coûts de production, accroître le rendement, mais ces profits, s'ils ne sont pas redistribués, restent dans la poche de l'investisseur. Et on ne va pas se mentir, c'est ce qui arrive souvent. Pour Marx, la rémunération des capitalistes provient de l'exploitation de la force de travail des individus, car l'artisan va percevoir un salaire inférieur à la valeur finale de la chaise. Selon lui, le capitalisme déshumanise les individus. Ils ne sont qu'une pièce interchangeable d'une machine toujours plus avide d'accumuler du capital et qui ne voit en l'ouvrier et l'ouvrière qu'une marchandise sur laquelle faire sa plus-value. Et j'ai travaillé aussi, alors c'est l'usine, mais c'était dans une entreprise de bâtiment où il y avait des poules et en gros je récupérais les œufs des poules. Donc c'est un travail d'usine, mais pas... Je suis pas dans une usine avec plein de personnes. En fait, t'es seul toute la journée avec 8000 poules qui pondent sur un tapis et tu ramasses les œufs toute la journée. Et ça, c'est trop cool de faire ça parce que justement, tu sais ce que t'as pas envie de faire après. Donc ça, j'ai fait juste 2 mois, juillet-août. Et j'ai vu des gens qui bossaient là-bas depuis genre 20 ans. Ça m'avait bien choqué. Et puis c'est ultra répétitif, oui, c'est pour ça que c'est un travail d'usine, quoi. Vraiment, tu fais la même chose toute la journée. Même si beaucoup de choses ont changé dans le monde du travail entre la fin du 19e siècle et 2025, ces 2 époques semblent néanmoins partager certaines similitudes. De nombreux travailleuses voient leur métier évoluer ou disparaître face à la modernisation des outils de production. Aujourd'hui, donc il y a l'intelligence artificielle qui arrive, les robots, etc. Il y a une grosse partie de la création de valeur qui vont pouvoir être assurée automatiquement. Et les gens auront moins de travail et moins de choses. Et ils pourront probablement faire des choses plus intéressantes. Il y a beaucoup de métiers qui vont être transformés et remplacés par l'IA, qui pour moi peut être une bonne chose si on se focus pas trop quand même, comme les dernières années, sur rentabilité pour les actionnaires, afin d'améliorer le niveau de vie moyen, ou en tout cas des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Du coup, je suis Marjorie, j'ai 31 ans, je suis passionnée par les startups, le digital, le web. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un milieu qui, pour moi, le digital, c'est un milieu où tu as des revenus qui sont probablement supérieurs et plus faciles que dans d'autres milieux. Et j'ai eu la chance d'investir au final assez tôt mon salaire dans différents investissements et de sources de revenus, ce qui fait que, en plus de mon freelance, j'ai des revenus à côté qui me permettent de vivre suffisamment. Je suis enseignant en lycée agricole, dans des formations professionnelles. Est-ce qu'on peut vous demander combien vous gagnez ? Alors c'est un peu compliqué, mais autour de 3 000 €. Ça va, parce que je suis assez vieux.
Donc, enseignant assez vieux, ça commence à pouvoir le faire. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je dis que moi, je suis un vieil enseignant. Ça commence à aller, mais nos enseignants jeunes, ils commencent pas beaucoup plus que le SMIC. Donc c'est un peu, ça va pas. On est toutes les deux professeurs d'histoire-géographie. Jeunes profs, on vient juste d'être nommés là. Bon là, ces mois-ci, on a une prime, donc voilà, mais actuellement, on gagne 1755 € net. Oui, ça va. Ça va, ça va, ouais. Oui. Mon travail, c'est un restaurant argentin, c'est de vendre des empanadas et d'autres produits argentins. En résumé, c'est ça, le SMIC. Je pense que c'est suffisant et je pense que ce que je mérite pour ce genre de travail. Difficile de parler d'argent et de sa répartition sans faire un peu de statistiques. En nous penchant sur les chiffres de l'INSEE, nous avons pu noter que la moitié de la population qui travaille à temps plein gagne moins de 2100 € par mois, la médiane. Et donc que l'autre moitié gagne plus de 2100 € par mois. Mais comment se fait-il donc que l'impression générale qui persiste est que beaucoup de personnes souffrent du coût de la vie par rapport à ce qu'elles peuvent obtenir en termes d'argent par le travail ? Eh bien, l'une des raisons principales, c'est que l'augmentation des salaires est restée inférieure à la hausse des prix du logement, de la nourriture ou encore du transport. Selon l'Observatoire des inégalités, en 2024, c'est un peu plus d'1 million de personnes parmi les 30 millions de travailleuses qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, salaires et prestations sociales confondues. Sortons maintenant de ces statistiques que nous donne l'INSEE. Une autre potentielle explication à cette impression de galère chez bon nombre d'entre nous, c'est l'évolution du SMIC. Faisons un peu d'histoire. En 1939, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte inflationniste et de grande précarité, les prix et salaires étaient passés sous contrôle de l'État. Après la guerre, c'est sous la pression de nombreux syndicats que les salaires regagneront leur liberté en 1950, l'État restaurant ainsi la possibilité pour les syndicats et le patronat de négocier entre eux. Le SMIG fait son apparition. Il est instauré pour garantir un salaire minimum aux travailleuses et ainsi relancer leur pouvoir d'achat. Ce n'est que 20 ans plus tard, en 1970, que le SMIG fait place au SMIC qui, lui, en plus de l'inflation, prend également en compte la hausse du salaire moyen. Un SMIC à Paris seul, jamais ça suffira. Dans Paris intramuros, jamais. C'est pas idéal, c'est pas confortable. Je pense qu'à la fin du mois, le pouvoir d'achat doit pas être très grand. Après, je pense que ça dépend bien sûr du niveau, de la vie que va mener la personne avec. Je pense que si on vit seul et qu'on n'a pas énormément d'attentes, on va dire, ça peut être possible. Mais je pense que c'est pas suffisant, en tout cas, si on a plus de projets, quoi. Quoi qu'on en dise, ça permet d'accéder à tellement plus de choses, même culturelles, des vacances aussi, c'est enrichissant. Et bien sûr, c'est pas forcément nécessaire ou vital, mais bon, l'argent, oui, en général. Mais pour ces petits bonus, on va dire, mais n'empêche que ça change complètement. Change la donne. Oui, voilà, exactement. Je suis gestionnaire à la CAF, je suis au SMIC. 1340, par là quoi. Par rapport au niveau d'études demandées, puis avec 1340 €, on vit pas super bien actuellement. Je crois que ça a été calculé finalement pour être bien, c'est 2000. Comédienne, par mois autour de 1500. Le même salaire avec un autre emploi beaucoup plus difficile, qui n'a pas d'autres satisfactions. Je trouve que c'est pas suffisant. Ça dépend de la pénibilité, comme on dit. Pour nous, le SMIC relève de droits sociaux acquis qu'il est super important de continuer à défendre. Pour les marxistes d'ailleurs, il est l'un des instruments de justice sociale qui permet de rééquilibrer un peu le rapport de force entre patronat et salariés. Grâce à son effet sur les bas salaires, on a vu les inégalités salariales diminuer depuis les années 60. Mais depuis 10 ans, ces inégalités ont cessé de diminuer et ont même tendance à légèrement réaugmenter. Plusieurs explications à cela. Chaque année, le SMIC est revalorisé. Cette revalorisation est largement vantée par nos membres politiques actuels. On vous laisse deviner lesquels. Mais, revers de la médaille, le nombre de SMICards en taux horaire n'a jamais été aussi élevé. En 2024, c'est 17% des travailleuses, soit presque un salarié sur 5. On assiste ainsi à une smicardisation de la société et un tassement des salaires vers le bas. Mais pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que le SMIC est le seul salaire indexé sur l'inflation. Les autres salaires, notamment ceux juste au-dessus du minimum légal, ne sont que très rarement augmentés. Ensuite, parce qu'à compter d'un SMIC et demi versé par un patron, celui-ci voit ses charges patronales augmenter de manière impressionnante. Normal que le patronat n'ait pas envie d'augmenter les salaires. En conclusion, le SMIC c'est chic, mais ça ne fait pas tout pour réduire les inégalités salariales.
Que fait-on des taux de marge des grosses entreprises qui ont augmenté entre 2022 et 2023 ? Pourquoi ces entreprises n'utilisent-elles pas une partie de ces marges pour revaloriser les salaires ? Et puis d'abord, mais comment sont définis les salaires au juste ? Il y a un peu la logique de l'expérience, typiquement dans la fonction publique. Si t'es prof, tu gagnes de plus en plus chaque année jusqu'à la fin de ta carrière. À part les quelques moments où ils font des gels des salaires pour avoir un peu de fun, tu montes un peu chaque année, donc il y a un truc sur l'expérience. Ça me paraît cohérent. C'est normal d'être payé un peu plus quand t'es un peu plus vieux, parce que t'as plus d'expérience dans ton domaine, ça me semble à peu près justifiable. Effectivement, comme le dit Charlélie, les salaires sont souvent établis en fonction de l'expérience et du niveau d'études. Cela dépend aussi de l'entreprise et du secteur dans lequel on travaille. Tu vois, dans l'animation, moi qui travaille beaucoup dans l'animation, t'es payé au SMIC. Au SMIC quand t'as de la chance, parce qu'il y a les magnifiques conventions collectives qui font fi du droit du travail et permettent de payer les gens 37 € la journée de temps en temps. Les directeurs, qui sont en général les directeurs, pas des directrices, les directeurs de structure, eux sont payés 2-3 fois plus. Alors ils roulent pas sur l'or comme le patron de Leclerc, mais ils sont mieux payés. Pourquoi ? Tout d'un coup, ça a plus de valeur de gérer des équipes que de gérer des enfants. Qui a défini ça ? C'est pas clair quand même. Ça m'a toujours semblé fou. C'est-à-dire que la personne qui peut te donner des ordres est mieux rémunérée. Est-ce qu'elle peut te donner des ordres parce qu'elle est mieux rémunérée, ou est-ce qu'elle est mieux rémunérée parce qu'elle peut te donner des ordres ? Pourquoi il y a inévitablement cette collusion-là ? Ça m'a jamais semblé clair. En tout cas, personne ne me l'a jamais expliqué. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Charlélie aborde ici une question qui nous semble essentielle. Mais si t'es mieux payé que moi, est-ce que ça sous-entend que ton travail a plus de valeur que le mien ? En 2023, en moyenne, un cadre gagne environ 2 fois plus qu'un ouvrier. Si on en revient au secteur de l'animation en centre de loisirs, par exemple, pourquoi la responsabilité d'un groupe d'enfants est-elle moins valorisée que la responsabilité d'un groupe d'adultes employés ? L'idée n'est pas de dénigrer les postes de cadre, mais bien de revaloriser les autres. Chaque poste ou travail joue un rôle dans le système. Alors comment justifier un salaire ? Par le niveau d'études et l'expérience, on l'a vu, oui. Mais peut-être que des qualités d'empathie et d'écoute, ou encore l'hypervigilance demandée pour certaines tâches, pourraient aussi être des critères pour définir le salaire, non ? Et d'ailleurs, est-ce que ces qualités vous font penser à certains corps de métier, disons au hasard, aux soins, ou encore à l'éducation ? Et à votre avis, qui occupe en majorité ces postes-là ? Bingo, ce sont les femmes. Et surprise, il s'agit des métiers parmi les moins bien payés, avec le moins d'évolution de carrière possible. À l'inverse, parmi les secteurs les mieux rémunérés, la finance. Occupée majoritairement par qui ? Eh oui, des hommes. Et d'ailleurs, c'est aussi le secteur avec les écarts de salaire hommes-femmes les plus importants. Selon l'émission Cash Investigation, dans ce secteur, si une femme gagne 1 000 €, son collègue homme a des chances de gagner jusqu'à 1 360 € à poste équivalent. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail. Et pourtant, plus de la moitié des travailleuses en France sont des femmes, mais elles ne représentent que 16% des dirigeants, alors qu'elles sont en moyenne plus diplômées que les hommes. Nous, ça nous paraît fou qu'en 2025, on en soit encore là. Et pourtant, c'est encore bien d'actualité. Et l'explication principale à ces écarts de salaire, qu'ils soient à poste équivalent ou parce que les femmes gravissent moins les échelons que les hommes, c'est, tenez-vous bien, la grossesse et la maternité, qui entraînent encore aujourd'hui beaucoup de discrimination sexuelle à l'embauche ou dans l'évolution de carrière à cause du simple risque pour une femme de tomber enceinte et donc indirectement qu'elle ne puisse plus travailler. Pour rétablir un peu d'équilibre, ce ne sont pourtant pas les inspirations qui manquent. En 2011, par exemple, la députée Marie-Jo Zimmermann a réussi à faire voter une loi sur la parité qui oblige les entreprises de plus de 500 salariés à atteindre un quota d'au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Avant cela, en 1996, de l'autre côté de l'Atlantique, le gouvernement du Québec a adopté la loi sur l'équité salariale qui visait alors à corriger la discrimination vécue par les personnes occupant des emplois majoritairement féminins. Les salaires des infirmières, par exemple, ont été revalorisés. On l'a bien vu, la crise Covid a fait ressortir ces questions liées à la valeur que l'on donne au travail. On a vu apparaître des mots comme métier essentiel, infirmier, infirmière, travailleurs sociaux, équipiers, équipières de collecte, buralistes ou encore agricultrices. Pourtant, pour la plupart d'entre eux, il ne s'agit toujours pas aujourd'hui des plus hauts salaires. Il faut voir les qualités de chacun, c'est pas l'argent qui fait la qualité, ou la classe sociale, c'est pas ça. Alors certes, l'argent ne fait pas la qualité d'une personne, mais l'argent reste aujourd'hui le principal marqueur de la valeur que l'on donne à notre travail. Pourquoi ne pas lutter pour la valorisation des salaires les plus bas, surtout quand le consensus collectif a admis qu'il s'agissait de métiers essentiels pour bon nombre d'entre eux ? La grande majorité des entrepreneurs rencontrent des difficultés financières notoires à ouvrir des nouvelles entreprises.
En cause, l'apport de capital difficile, les matières premières, la fiscalité, le coût du loyer. Arrêtons de nous culpabiliser à écouter les discours qui nous moralisent sur le fait que nous soyons de plus en plus fainéants. Aussi, peut-être devrions-nous arrêter de nous jeter la pierre les uns sur les autres. Encourageons-nous dans un sens qui permettra à la grande majorité de s'épanouir. L'argent est source de discorde entre les gens. Il réveille des sentiments comme la peur, la frustration ou la colère. Mais pas de panique. De l'argent, il y en a. Et nous avons pensé à la même chose que Philippe Poutou en 2022. Tout le monde sait qu'il y a des richesses indécentes, qu'il y a des richesses énormes, que des Arnaud, que les 5 premiers milliardaires ont doublé leur fortune pendant la crise sanitaire, en captant d'ailleurs, pour l'essentiel de la richesse, c'est la captation de l'argent public, de tous les plans d'aide. C'est ce qu'explique Oxfam. Nous, ce qu'on dit, c'est le truc tout simple, c'est qu'en fait, il faut partager les richesses. Et partager les richesses, oui, ça pose le problème aussi du pouvoir, de qui contrôle. Donc c'est pour ça qu'on discute d'expropriation. Nous l'avons vu, repenser la valeur de la force de travail, des biens et des services est nécessaire. Et repenser la valeur, si nous le faisons pour nous, occidentaux, c'est aussi le faire pour celles et ceux dont on n'entend pas la voix. Celles et ceux qui vont dans les mines en République démocratique du Congo pour en exploiter le cobalt, composant de nos smartphones et des technologies dites vertes. Si on veut croquer dans le gâteau d'Elon, il va falloir aussi accepter de filer une part aux autres. C'est peut-être dans le propre de l'homme de ne penser qu'à ses intérêts et à ceux de ses proches, mais il est peut-être temps de casser cette étiquette, non ? Oui, mais comment ? En se réappropriant notre pouvoir d'achat, par exemple. Choisir à qui nous voulons distribuer notre richesse et combien. Refuser catégoriquement l'obsolescence programmée de nos équipements et privilégier la seconde main. Nous pouvons aussi encourager les entreprises et les associations avec qui nous partageons les mêmes valeurs, qui ont les mêmes exigences que nous sur la protection des êtres humains, du vivant et de nos ressources. Pour que l'on parle toutes et tous de la même chose, le salaire, c'est la contrepartie financière d'un travail. Le revenu, lui, est l'ensemble de l'argent perçu par une personne, aussi bien le salaire donc que les retraites ou les prestations sociales. Vous avez peut-être déjà entendu parler du revenu universel. Le principe, proposer une somme d'argent aux citoyens et citoyennes, et ce, sans contrepartie. Concrètement, cela veut dire que tous les mois, nous recevons par exemple 1 700 € sans être obligés de travailler. Vous ne le voyez pas, mais nous mettons des guillemets avec nos doigts quand nous disons « travailler ». Parce qu'avec un tel concept, c'est toute une sémantique qu'il faudra revoir. Ici, par travailler, nous entendons par là exercer une activité lucrative. Le trader, du coup, il gagne 20 000 par mois et en plus, on va lui filer 1000 balles de salaire universel, c'est un peu bizarre. C'est pour ça qu'on fait en fonction des revenus et c'est pour ça que finalement, le RSA, ça ressemble au salaire universel, mais indexé sur le fait que si tu gagnes 1 million par mois, on va pas te le donner. Et si tu gagnes que dalle, on va te le filer. Du coup, tu fais une forme d'équité comme ça. Du coup, le salaire universel, ça serait un peu bizarre. Ça veut dire on transforme le RSA on le donne à tout le monde, a priori un peu. Mais ça ferait effectivement des trucs très bizarres moralement, genre on file au trader 1000 balles aussi, puisque c'est universel, donc on comprend pas trop le truc. Puis après, économiquement, je vois pas trop comment c'est viable, puisque du coup, si tu files des ronds à tout le monde qui ne crée pas de richesse, il faut bien la prendre quelque part, cette richesse. Bon, ça fait 30 ans qu'on la prend dans la dette, du coup, c'est un peu la baguette magique, mais bon... À la présentation d'un tel projet, les objections qui reviennent le plus fréquemment sont sans aucun doute les gens ne vont plus rien faire et ce modèle économique n'est pas finançable. Pourtant, il y a déjà une multitude de propositions pour trouver cet argent. Et à la question « mais qu'allons-nous faire de toutes ces feignasses ?», plusieurs micro-expériences démontrent le contraire. Les gens ne sont pas moins actifs. Nous attendons impatiemment un test à grande échelle donc. Le revenu universel ouvre sur énormément de pistes de réflexion. Quelles sont les activités qui participent à l'enrichissement collectif ? De quelle manière pouvons-nous nous sentir utiles à la société ? Comment pouvons-nous créer de la richesse sans pour autant être dans une perspective de perpétuelle production ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire, être productif ? Le revenu universel propose une transformation radicale de nos rapports au monde du travail, ce qui peut rendre perplexe. Ce qui est très intéressant, c'est que ce concept qui s'apparente à une mesure de gauche est en réalité développé et réfléchi par beaucoup de personnes issues de milieux différents. Des ultralibéraux, des écologistes, des populistes, des leaders de la tech, des économistes, des philosophes, des ONG et des institutions internationales. Et comme ce sujet inspire énormément, il existe plusieurs modèles avec des conditions, des montants et un financement différents. Et même si les concepts se ressemblent beaucoup, les mécaniques de fonctionnement sont différentes. Par exemple, le revenu minimum garanti est une aide destinée uniquement aux personnes ayant peu ou pas de revenus, souvent conditionnée à la recherche d'un emploi ou à d'autres critères, le RSA typiquement.
Le salaire à vie est un salaire fixé selon les compétences et l'expérience. Il n'est pas lié au poste occupé, mais il est garanti tout au long de la vie de chacun. Mais il existe aussi l'impôt négatif qui permet aux personnes sous un certain seuil de revenus de recevoir un complément financier directement de l'État, ou encore le revenu participatif qui est versé en échange de contributions non salariées à la société. Et nous pouvons même penser coupler plusieurs de ces modèles, au salaire maximum par exemple, qui plafonne les salaires afin de réduire les inégalités. Donc finalement, l'humanité a à sa disposition plusieurs outils afin de réduire les inégalités. Bonne nouvelle. Mais ces propositions ne sont réalisables qu'à la condition de reconnaître le caractère impératif d'une intervention étatique dans la redistribution des richesses. Et au vu de la conjoncture actuelle, il vaut peut-être mieux réfléchir maintenant à des alternatives. Il serait trop facile de dire que ce changement ne dépend que des citoyens et citoyennes qui doivent faire plus ou mieux ou moins ou différemment. Non, chaque rouage de notre système a son rôle et sa responsabilité à tenir, et nos chers politiques semblent oublier ce détail. Bon, continuons d'imaginer une société un peu moins mercantilement centrée. Si l'argent est aujourd'hui un besoin de par sa nécessité pour vivre décemment dans notre société, il peut aussi constituer une forme de contrainte de par les obligations induites dans un contrat de travail, par exemple. Avec Marie-Lise, nous avons chacune fait pas mal de bénévolat, toujours dans des projets qui nous tenaient beaucoup à cœur. Évidemment, nous nous disons « Ah, si seulement ces projets que nous chérissons tant et dans lesquels nous nous sommes investis nous avaient aussi permis de gagner un peu d'argent. » Mais est-ce que, si argent rime alors aussi avec contrat et donc obligation, nous nous serions investis de la même manière dans ces projets ? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est aussi peut-être cette liberté et le choix que l'on peut retrouver dans le bénévolat qui peuvent être attrayants. Si l'on reprend la définition polysémique du travail évoquée dans notre premier épisode, quelles autres formes de contrepartie au travail, autres que l'argent, existent-ils donc ? Mon salaire, il n'est pas que financier, quoi, tu vois. La tranquillité que j'ai et l'aspect de non-surveillance, c'est quelque chose de très important pour moi et c'est vraiment un hold-up, quoi, tu vois. Il y a très très peu de gens qui ont cette chance-là et du coup ça c'est vraiment une grosse part de mon salaire, quoi. Je crois qu'il y a des formes de rétribution symbolique, tu vois, dans mon cas, quoi. Tu vois, le fait d'avoir un bateau par exemple, c'est un outil de travail mais c'est quand même une forme de salaire pour moi parce que j'ai jamais eu accès et j'aurais jamais eu accès à un bateau de ma vie, tu vois. Là encore une fois, je pense à l'associatif. Au final, on mène un travail parce que tu crées quelque chose que les gens vont kiffer et ce retour-là, le retour des gens, en fait que c'est ça qui... c'est pas une rémunération du coup, mais c'est un peu le retour qui fait que ça te motive à continuer à travailler, à faire du bénévolat ou aider les gens. Ou... Je sais pas si c'est dans ce sens-là que tu veux mettre la question, mais sinon, ça peut être de l'échange aussi. Tu peux aider quelqu'un, produire un travail pour quelqu'un parce que t'as les compétences, et lui en contrepartie, un échange de compétences, quoi. Lui c'est plutôt faire ça que tu sais pas faire, et il va t'apporter ça dans ton projet. Une sorte de troc de compétences, quoi. Un truc dans la maison, porter un truc lourd, après je vais chez eux porter un truc lourd, et on alterne comme ça, on fait des jours, on se partage le temps de travail, une journée chez l'un, une journée chez l'autre. Du coup c'est juste des échanges de services. Mais je sais qu'il y a des gens qui finissent par s'engueuler là-dessus parce qu'ils sont venus 40 fois aider sur le chantier et l'autre il est venu 3 fois. Il semblerait que l'un des points communs de tous ces exemples de contrepartie, qu'elles soient symboliques, matérielles, humaines, soit le besoin de reconnaissance personnelle du travail réalisé. Ainsi, à toutes celles évoquées juste avant, nous pourrions rajouter le fait d'accéder à de la formation, être une voix entendue dans des prises de décision, reconnaître la pénibilité du travail, au-delà d'une prime de pénibilité, et l'importance du bien-être personnel, en accordant davantage de suivis médicaux et psychologiques, ou en donnant accès à des séances de kiné directement sur les temps de travail, par exemple. Mais aussi créer du lien social par le travail, ou encore donner du sens à ce que l'on fait. Aujourd'hui, l'argent reste un moyen indispensable pour vivre dans notre société et apposer une valeur à ce qui nous entoure. Il est également un curseur, un outil d'analyse qui met en exergue les inégalités dans notre société, qu'elles soient basées sur le genre, l'origine ethnique ou encore l'appartenance à certaines classes sociales. La monnaie est tellement ancrée dans notre quotidien et notre système qu'il nous paraît très compliqué d'imaginer de nouveaux modèles qui la décentraliseraient de nos vies. Pourtant, il s'en est passé des choses pendant le XXe siècle. Acquis sociaux, droit du travail, évolution des mœurs, explosion du progrès technique, prise de conscience des enjeux climatiques. Et qui sait, peut-être que ces changements vont nous pousser à repenser notre organisation collective, et notamment notre manière de consommer et donc de produire, voire redéfinir la notion même de production. Du coup, gagner sa vie, c'est gagner de l'argent ?
Normalement oui, mais aussi gagner un peu, pas seulement de l'argent, mais en apprendre un peu plus sur ta vie. Il nous semble que nous soyons une minorité grandissante à ne plus croire en ce rêve d'une vie de consommation et d'acquisition de biens. Nous attribuons plus de valeur à notre temps et ce à quoi nous voulons le dédier, contrairement aux générations précédentes. Dans l'épisode à venir, nous explorerons la notion de liberté et de choix. Nous souhaiterons également aborder avec vous notre relation au temps et la place du travail dans notre existence. Comme d'habitude, il nous paraît essentiel de rappeler que nous ne sommes nullement des expertes de ces sujets et nous vous invitons à aller les creuser davantage de votre côté s'ils vous intéressent. En tout cas, nous espérons toujours que ces réflexions partagées alimenteront les vôtres. Un grand merci à Adrien, Geneviève, Charlélie, Marjorie, Kahan, Sarah et Malik d'avoir répondu à nos questions. Merci aux habitantes et habitants des rues de Toulouse de nous avoir donné un peu de leur temps. Merci à l'association Pic-Mille et à Studio Bateau de nous avoir prêté leur cabine d'enregistrement. L'ambiance musicale est toujours de Wallace, merci à lui. À très vite. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, de moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie. Et plein ma cour d'histoire, des coqs et des poules, toute la ville m'enverrait, car ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque couac sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, si j'étais riche, moi. Hey, adieu la charrette. Oh, si j'étais riche, moi. Je vois ici ma gauve, belle comme une bourgeoise avec un double menton. Nous faisons manger tout ce qui lui plaît. Je la vois se pavanant avec sa robe à traîne. Oh mon Dieu, quelle dignité! Même quand elle dispute les valets. Les plus gros bonnets de la ville me feraient des courbettes. Ils me demanderaient conseil. Thomas Salomon le sage. S'il vous plaît, Rebetevie. Excusez, Rebetevie. 1000 problèmes à coller le grand rabbin. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy. Que je dise blanc, que je dise noir, il faudra bien me croire. Quand t'es riche, tu as toujours raison. Si j'étais riche, j'aurais enfin tout le temps d'aller prier à la synagogue. Assis au premier rang où je verrais bien. Et je discuterai la loi avec les anciens, au moins 7 heures par jour.
dans la réflexion et dans l'amour. Oh, si j'étais riche, tous les jours j'ai diggy-diggy-dum. Ouais, si j'étais riche, moi, adieu la charrette. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche?